Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un théorème vraiment très important, qui est le principe d'induction. Drôle de nom pour un théorème, mais c'est un théorème. Et je vais traiter un exemple d'utilisation de ce théorème, et je vais pas mal tourner autour de cet exemple, et ce sera l'occasion d'introduire pas mal de techniques de démonstration qui éclaireront grandement le schéma général de la déduction naturelle qui arrivera dans les vidéos qui vont suivre. Bien, donc, que dit le principe d'induction? Le principe d'induction, il dit que pour n'importe quelle propriété P, c'est rigoureusement équivalent de dire pour tout n appartenant à n, la propriété est vérifiée au rang n. Autrement dit, cette propriété est vérifiée pour tous les entiers naturels, que de dire que la propriété est vérifiée au rang 0 et que la propriété est héréditaire. Autrement dit, que pour n'importe quel nombre entier naturel, n, si elle est vérifiée au rang n, alors elle est vérifiée au rang n plus 1. Alors, déjà, cette présentation, elle interpelle sur un certain nombre de points vis-à-vis de la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, déjà, j'avais dit on peut transformer une expression en une autre. J'avais utilisé le symbole égal. C'est-à-dire, j'avais dit cette proposition est égale à cette proposition, en ce sens qu'elles ont la même valeur de vérité. Autrement dit, pour n'importe quelle propriété P, la valeur de vérité de cette phrase est identique à la valeur de vérité de cette phrase. Pourquoi je n'utilise plus le symbole égal? Eh bien, tout simplement parce que, bien, soyons prudents. Le symbole égal, en général, on l'utilise en mathématiques quand on fait des calculs. Donc, pour des nombres, encore que pas seulement, on peut utiliser l'égalité de fonction, l'égalité de points, mais l'égalité de proposition, souvent on préfère utiliser l'équivalence. En fait, dire que deux propositions A et B sont égales d'un point de vue logique, c'est-à-dire qu'elles ont la même valeur de vérité, eh bien, ça peut s'écrire et A équivalent à B est égal à vrai. C'est exactement la même chose. Dire que A est égal à B, c'est pareil que dire que la phrase A équivalent à B a la valeur de vérité vraie. Et ça se dit juste A équivalent à B. En fait, si vous écrivez en mathématiques une proposition sur une ligne, c'est juste vous écrivez ça, eh bien vous sous-entendez qu'elle a pour valeur de vérité vrai. Donc, eh bien, plutôt que d'écrire A égale B, ce qui peut être confusionnant dans le cas où A serait une équation, parce que du coup le symbole égal n'a pas la même signification dans les deux cas, enfin, une égalité entre nombres ou une égalité entre propositions. Donc on préfère le symbole équivalent. Premier point, c'est la raison pour laquelle j'utilise une équivalence ici. Le deuxième point, c'est que vous remarquez que là, j'ai écrit pour tout n appartenant à n. Alors que dans la vidéo précédente, quand j'avais mis un quantificateur avec juste une lettre derrière. Pas pour tout machin appartenant à truc. Alors, première chose, j'ai certains collègues qui prétendent qu'il n'y a que ça qui a un sens. On ne peut pas mettre un quantificateur sans ensemble. Alors en fait, c'est absolument faux. La définition des quantificateurs, c'est sans ensemble derrière. Et ça, c'est en fait un raccourci d'écriture. Et le raccourci d'écriture, en fait, il est assez basique. Voici ce que ça signifie. Pardon. Pour tout A appartenant à A, P de A, ça veut juste dire, pour tout A appartient à A, implique P de A. En fait, c'est une implication cachée. Alors c'est assez naturel, ça veut dire que pour n'importe quelle valeur de A appartenant à l'ensemble A, nous avons que la propriété est vérifiée pour ce A. Et ça dit quoi? Ça dit pour n'importe quel A, si A appartient à l'ensemble A, alors la propriété est vérifiée pour A. Ça dit exactement la même chose. C'est juste un moyen raccourci d'écrire cette implication. Alors petit danger, pour le il existe A appartenant à A, P de A, ça ne veut pas dire il existe A appartient à A implique P de A, mais A appartient à A et P de A. En effet, ça veut dire qu'il existe un A dans l'ensemble A tel que la propriété est vérifiée pour ce A. Et ça veut dire qu'il existe un A tel que A appartient à A
et la propriété est vérifiée pour ce A. Donc ça signifie bien la même chose. Donc, encore une fois, ça c'est juste un moyen raccourci d'écrire ce qu'il y a marqué ici. Alors, si vous vous demandez, mais pourquoi est-ce que là j'ai une implication et là pourquoi j'ai un et, déjà la première raison, c'est parce que c'est ce que ça veut dire, comme je l'ai fait remarquer, c'est ce que ça signifie. Mais en plus, c'est cohérent avec les règles de négation que j'ai présentées tout à l'heure. Grâce à ces règles-là, il se passe un truc intéressant, c'est que si vous prenez la négation de la phrase qui est là, je reprends celle-là et je prends sa négation, donc je prends la négation de pour tout A appartenant à A, P de A, eh bien, la négation de ce truc-là, c'est il existe A appartenant à A, tel que P de A. Vous voyez que vous avez une négation, pardon, P de A bar. La négation, elle passe bien ici, mais elle ne passe pas ici. C'est-à-dire le pour tout A appartenant à A devient juste il existe A appartient à A, et pas n'appartient pas. Alors c'est facile à voir, hein, vous prenez ce truc-là, ça signifie ceci. Vous prenez la négation ici, donc là vous avez la négation d'une implication. L'implication c'est un ou caché, vous pouvez donc en prendre la négation, ça va donner un et vous allez avoir une double barre quelque part, et donc ça va sauter. Vous utilisez la commutativité, vous repassez l'implication, enfin le et dans l'autre sens, et vous obtenez cette expression-là. Ça tombe tout seul, et il reste une négation là. Et de la même façon, si vous prenez la négation du « il existe », vous allez bien tomber sur un « pour tout », et ça marche tout seul. Je vous conseille vivement d'essayer de le faire vous-même, c'est assez rigolo de voir que ça marche. Bien, donc ce principe d'induction, il dit quelque chose sur les nombres entiers. La première chose à avoir en tête, c'est que si on vous demande de démontrer que quelque chose est vrai pour tous les nombres réels, alors vous ne pouvez pas utiliser un raisonnement par récurrence. Par construction. Le raisonnement par récurrence, il sert à démontrer des phrases du type « pour tout n appartenant à n, blablabla ». Uniquement les phrases de ce type, pas pour des « il existe » et pas pour des pour tout qui concerneraient autre chose qu'un nombre entier. Ça ne sert pas non plus à démontrer des « et » ou des « ou » à froid, ça sert à démontrer quelque chose qui commence par « pour tout entier n ». Alors j'insiste sur un point, si vous vous dites « mais oui, mais des fois, les exercices, c'est pas rigoureux, c'est pas très bien précisé », c'était quelque chose qu'on pouvait dire peut-être il y a 10 ou 20 ans, mais actuellement, les programmes sont extrêmement attentifs à ce genre de choses. Si vous regardez les énoncés de bac, par exemple, il n'y a jamais d'erreur là-dessus. C'est-à-dire les quantificateurs sont toujours bien présents. Alors, ils ne sont malheureusement pas écrits avec ces notations mathématiques, car pour une raison saugrenue, les quantificateurs sont au programme et pas à la notation, ce qui est assez malheureux. C'est un peu comme en 6e où les symboles parallèles et perpendiculaires sont au programme et ne sont pas exigibles. Il y a même des enseignants en 6e qui refusent que leurs élèves utilisent ces symboles, ce qui donne en général de très mauvais élèves, hein, parce qu'ils n'arrivent pas à raisonner. Donc il y a un peu la même situation ici. Si vous voulez raisonner correctement, il vaut mieux connaître les quantificateurs. Si vous ne connaissez pas le symbole, le raisonnement devient extrêmement difficile. Bon, sinon rien d'extraordinaire. N'importe qui a déjà vu le raisonnement par l'absurde, le raisonnement par récurrence, bon, il sait que pour démontrer quelque chose par récurrence, il faut faire une initialisation et une hérédité. C'est exactement ce que dit ce théorème. Alors on va l'incarner profondément. Ça dit quoi? Ça dit que si vous voulez démontrer que quelque chose est vrai pour tout n, alors vous pouvez vous contenter de démontrer que c'est vrai uniquement pour 0. Et ensuite de démontrer que c'est héréditaire. On va traiter un exemple et on va essayer de voir ce que ça signifie très concrètement. L'exemple, c'est le suivant. Nous allons chercher à démontrer que pour tout entier n, il existe un entier k tel que n égale 2k ou n égale 2k plus 1. Autrement dit, tous les entiers sont soit pairs, soit impairs. Alors en fait, il y a déjà beaucoup de choses à dire sur cet exemple-là. La définition de nombre pair, c'est juste, on dit que n est pair s'il existe un k tel que n égale 2k. Donc ça, c'est juste la définition de nombre pair. Mais ça, ce n'est a priori pas la définition d'un nombre impair. Un nombre impair, par définition, c'est un nombre qui n'est pas pair. Ouais. Donc ce serait tautologique, hein, dire que pour tout n appartenant à n, il existe un k appartenant à n, tel que n égale 2k ou n est différent de 2k, il n'y a rien à démontrer, c'est immédiat. Donc ça, c'est un petit peu plus fort. Ça dit que si un nombre n'est pas pair, alors il s'écrit comme ça. Alors c'est extrêmement utile, par exemple, si vous voulez démontrer que le carré d'un nombre impair est impair.
Si tout ce que vous savez, c'est qu'un nombre impair, c'est un nombre qui ne s'écrit pas sous la forme de k, c'est un peu compliqué à démontrer. Par contre, si vous savez qu'un nombre impair, c'est un nombre qui s'écrit sous la forme de k plus 1, bah, en le mettant au carré, eh bien là, vous avez 4k au carré plus 4k plus 1, ce qui fait 2 facteurs de 2k au carré plus 2k plus 1, ce qui fait bien 2k' plus 1, en posant k' par définition égale à 2k', 2k carré plus 2k. Et donc, pour que cette démonstration soit complète, il faudrait dire, et là, c'est pas complet, hein, et je dis soit n un nombre impair, puisqu'il est impair, il existe un cas tel que n égale 2k plus 1, donc je peux écrire que n au carré est égal à 2k plus 1 au carré, est égal à blablabla. Bla bla bla. Ensuite, il faudrait dire quelque chose du style et puisque k est un entier, son carré est aussi un entier, le carré d'un entier est un entier. Quand je multiplie un entier par 2, j'obtiens toujours un entier, donc là j'ai un entier, là j'ai un entier, la somme de deux entiers c'est un entier, donc k' est un entier. Ouais, donc là le point clé c'est que k' c'est bien un entier naturel positif, un entier naturel. Et donc, j'ai bien écrit ça sous la forme de k' plus 1, c'est donc bien un nombre impair. Ouais, donc, si j'identifie les nombres impairs au nombre qui s'écrit sous la forme de k plus 1 pour un certain k, ce qui revient au même de k' plus 1 pour un certain k', j'ai bien démontré que le carré d'un nombre impair est un nombre impair. Donc ça, c'est extrêmement utile, on ne veut pas se passer de ça. Donc réussir à démontrer cette propriété, déjà, c'est quelque chose d'assez important pour arriver à construire l'édifice mathématique. Ensuite, eh bien, il y a un moyen direct de démontrer ça. Alors, le moyen direct, c'est important de le percevoir parce que ça permet de voir, de comprendre dans quel cas est-ce qu'on veut utiliser un raisonnement par récurrence. Donc, je vais essayer de faire sans la récurrence. Et je vais me poser la question, eh bien, si je n'ai pas la récurrence, comment je démontre que quelque chose est vrai pour tout n? Alors, je vais oublier ça. Ça, je vais le mettre de côté. Ouais. Alors, je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler P de n. C'est juste une propriété qui dépend de n. J'insiste, ça ne dépend que de n. Si vous vous dites que ça dépend de k, ici, le k, il est muet. Comme il est quantifié, il n'y a pas de k. Je peux remplacer k par banane. Il existe une banane appartenant à blablabla. Et là, je mets banane, banane, ça ne change rien. Ouais. Donc, la seule variable qu'il y a là-dedans, c'est n. Ouais. Bien. En fait, vous le savez, pour démontrer que quelque chose est vrai pour n'importe quel truc, eh bien, il faut le démontrer de manière générale, abstraite. Typiquement, si je veux démontrer que quelque chose est vrai pour n'importe quel nombre réel, x, eh bien, il faut que je fasse le calcul en laissant la lettre x. C'est-à-dire, je sais que x est un nombre réel et j'utilise la règle de calcul que je connais sur les nombres réels. Mais là, on pourrait essayer de faire un truc comme ça. Autrement dit, la démonstration commencerait par, prenons un nombre entier. Alors, ça commence comme ça. Alors, je vais mettre un petit triangle. J'en parlerai davantage à un autre moment, ce que signifie ce petit triangle. C'est pas une notation usuelle, c'est moi qui note ça comme ça, mais c'est le truc le plus important en mathématiques. Mais je ne veux pas spoiler, je ne dirai pas ce que ça signifie pour l'instant. Je vais dire soit n appartenant à n. Maintenant, qu'est-ce que je dois démontrer? Je dois démontrer qu'il existe un cas tel que blabla. Comment je démontre quelque chose, qu'il existe un cas qui vérifie quelque chose? C'est un peu pareil. Comment je démontre que quelque chose est vrai pour tout n? Je prends un n particulier et je cherche à démontrer ce qu'il y a derrière. Donc là, ce serait comme ça. Soit n appartenant à n, montrons que, comme je suis feignant, j'écris MQ, montrons que la propriété est vraie au rang n, donc montrons ça. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois réussir à démontrer qu'il existe un cas, autrement dit, je dois en trouver un. Pour démontrer que k existe, il faut que je le fabrique. Alors, voici ce que je vous propose pour k. Je vous propose de définir k. Donc, je vais écrire posons. K égale, par définition, donc je dis que k vaut la partie entière de n sur 2. Ouais. Je prends la moitié de n. S'il y a un virgule 5 dans l'affaire, je dégage le virgule 5, et sinon, ça tombe juste, c'est un nombre pair. Bon, posons k égale ça, et maintenant, il faut que je démontre qu'on a ça ou ça.
Ok, donc posons k égale partie entière de n sur 2 et montrons que n égale 2k ou n égale 2k plus 1. Bon, mais comment est-ce que je démontre que n égale 2k ou n égale 2k plus 1? Bah, le moyen naturel de démontrer qu'on a soit ça, eh ben, c'est de trouver lequel des deux est vrai. Et si vous vous dites, bah, ça n'arrive jamais, alors en fait, si, le moyen naturel de démontrer qu'on a soit A, soit B, c'est de trouver lequel des deux est vrai dans notre situation. Le cas le plus courant, c'est démontrer qu'une fonction est monotone. Le moyen le plus simple de démontrer qu'une fonction est monotone, c'est d'arriver à montrer qu'elle est croissante, ou arriver à montrer qu'elle est décroissante, puisqu'en fait, monotone, ça veut dire croissant ou décroissant. Donc, il faut avoir un petit peu de nez, repérer si elle est croissante ou décroissante, faire la démonstration correspondante. Mais là, vous sentez bien que ça ne peut pas marcher. Là, si je vous demande, OK, on est dans quel cas? Ben, en fait, ça dépend de la valeur de n. Donc, il n'y a aucun espoir de continuer la démonstration en trouvant lequel des deux est vrai. Il faut quelque chose de différent. Autrement dit, il faut réussir à transformer l'écriture qui est là. Alors, dans la vidéo précédente, je mets en avant des transformations qu'on peut faire avec un OU. Donc là, il faut regarder ce que vous avez sous les yeux. Vous avez A, ou B. Je voudrais transformer ça. Bon, bah, on ne peut pas faire grand-chose, mais je pourrais par exemple faire une double négation. Ouais, c'est un truc magique. Par exemple, je peux faire ça, ça. Ouais. Et je peux mettre deux négations comme ça, et maintenant j'ai ceci. Hop. Et donc, je peux transformer ça en disant non A implique B. Si je fais ça, ce que je dois démontrer maintenant, c'est que si n n'est pas égal à 2k, alors n est égal à 2k plus 1. Ouais. Bon, est-ce que ça vous paraît simple? Et vous pouvez y réfléchir. En tout cas, je présume que vous voyez que ce n'est pas de la tarte de finir comme ça. Parce que comment j'exploite l'information n n'est pas égal à 2k? Surtout que c'est une valeur particulière de k. J'ai fixé k comme étant ce truc-là, et tout ce que je sais, c'est que n n'est pas égal à 2k. Autrement dit, ce que je sais, c'est que n n'est pas égal à 2 fois la partie entière de n sur 2. Et en disant uniquement le fait que n n'est pas égal à 2 fois la partie entière de n sur 2, il faudrait que j'arrive à démontrer que n est égal à 2 fois la partie entière de n sur 2 plus 1. Ouais. Bon, vous pouvez essayer de faire ça, à mon avis, et vous allez souffrir. Et donc, je propose une autre stratégie. Cette autre stratégie, c'est le principe d'induction. On va essayer d'incarner ça pour voir comment ça fonctionne dans ce cas-là. Alors si vous vous demandez est-ce que c'est possible de finir le premier raisonnement, la réponse est d'une part oui, mais à un prix logique élevé, et d'autre part, il ne faudrait pas croire que ça élimine, que ça clôt complètement la question, puisque j'ai utilisé la notion de partie entière, et que du coup il faudrait que j'arrive à démontrer que la fonction partie entière est bien définie. Pour démontrer ça, il y a probablement un raisonnement par récurrence quelque part, donc on n'y coupe pas de toute façon. Il faut forcément faire du raisonnement par récurrence à un moment ou à un autre pour arriver à démontrer ce genre de choses. Alors maintenant, je reprends ceci. Je dis, là je veux démontrer pour tout n appartenant à n, P de n, et je vais essayer de démontrer ça à la place. P de 0 et pour tout n appartenant à n, P de n implique P de n plus 1. Le point clé, c'est qu'ici il y a un et. Ouais. Donc je vais essayer de démontrer ça par récurrence. Voici à quoi ressemblerait une rédaction. Montrons que blablabla par récurrence. Et le par récurrence vous permet d'affirmer que vous allez utiliser le théorème qui est là. Pas besoin de dire plus. Alors une petite remarque. Pour des raisons philosophiques, je n'écris pas montrons que dans ce cas-là, mais montrons. Si j'avais écrit pour tout n en toutes lettres, j'aurais écrit montrons que pour tout n, etc. Mais si j'utilise un quantificateur, alors dans mon esprit, ceci-là est un objet mathématique, c'est une proposition.
Ouais, tout ça, c'est une proposition que je pourrais appeler A. Et donc, on ne dit pas montrons que A. On dirait montrons que A est vrai, par exemple. Mais on peut dire montrons A. Une proposition, c'est quelque chose qui se montre. Donc, montrons A. Ok, donc montrons, pour tout n appartenant à n, il existe k nanana, par récurrence. Ok, alors première chose, initialisation. Alors, je vais mettre un point. Pourquoi un point? Parce que je dois démontrer deux choses. Ouais. Quel est le moyen naturel de démontrer qu'on a ça et ça? Bah, première chose, je démontre ça. Deuxième chose, je démontre ça. Alors, ici, je veux donc démontrer P de 0. Montrons que, donc, nous cherchons, je vais être très verbeux, nous cherchons à démontrer. Alors, si vous vous demandez quel est l'intérêt de faire ça, c'est déjà très clair pour la personne qui vous lit. Hein, vous dites clairement ce que vous faites, mais c'est aussi mieux pour vous, parce que du coup, vous écrivez clairement ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que je cherche à faire? Je cherche à démontrer ceci quand n égale 0. Nous cherchons à démontrer il existe k appartenant à n, tel que n, mais là en l'occurrence c'est 0, 0 égale 2k, ou 0 égale 2k plus 1. Okay, mais là, il y a une valeur de k qui convient. Je dois démontrer qu'il existe un k. Ben, en fait, k égale 0 convient. Ah oui, si vous prenez k égale 0, vous avez 0 égale 2 fois 0. Alors certes, 0 n'est pas égal à 2 fois 0 plus 1, mais peu importe. Il y en a un des deux qui marche. Donc tout à l'heure, quand je disais, pour démontrer un ou, le moyen le plus usuel, c'est de trouver lequel des deux est vrai, ce n'était pas une façon de parler. Le moyen le plus naturel, le plus usuel de démontrer qu'on a soit ça, c'est de trouver lequel des deux est vrai. Et là, en l'occurrence, c'est le cas de gauche. Et c'est comme ça que ça se rédige, voilà. K égale 0 convient, et vous pouvez dire et ce qui initialise une autre récurrence. Vous pouvez rien mettre du tout, ou mettre CQFD, et pour ceux qui ne le sauraient pas, CQFD, ce qu'il fallait démontrer, eh bien, ça veut dire que vous avez réussi à démontrer ce que vous vouliez démontrer. Là, en l'occurrence, ce que vous vouliez démontrer, c'était ça. Nous cherchons à démontrer ceci. Vous avez réussi. Voilà. Et je ne vous ferai pas l'offense, enfin, ne faites pas l'offense à vos enseignants d'expliquer que ça marche quand k égale 0 parce que 0 égale 2 fois 0. Vous pouvez, hein, et même ça peut être rigolo, de dire en effet 0 égale 2 fois 0. Si vous ne le faites pas, on ne vous en voudra pas. Deuxième point, alors là je vais mettre mon petit triangle. La deuxième chose que je dois démontrer, hop, c'est pour tout n appartenant à n, P de n implique P de n plus 1. Alors c'est parti. Soit n appartenant à n. J'avais insisté sur le fait que pour démontrer qu'un truc était vrai pour tout n, on commence par soit n. En tout cas, c'est le truc naturel. Pas ce que j'ai fait là, parce que j'ai fait une récurrence. Par contre, ici, je ne vais pas m'amuser à refaire une récurrence. Je ne vais pas dire, là, j'ai un pour tout n, donc je vais faire une récurrence. Parce que du coup, j'ai une récurrence dans récurrence, c'est bizarre. Je vais le faire à la loyale. Je vais fixer n et démontrer cette implication. Donc, soit n appartenant à n, montrons P de n implique P de n plus 1. Bon, et bah, du coup, la question, c'est comment je démontre une implication? Bah, pour démontrer une implication, le moyen usuel, c'est de partir de la propriété de gauche et d'arriver à la propriété de droite. Alors, nous allons faire ça. Et je vais remettre un petit triangle. Et je vais dire, supposons, P de n et montrons P de n plus 1. Alors j'ai dit tout à l'heure que je ne voulais pas spoiler en disant ce que c'était que ces petits triangles. Mais maintenant, je suis en capacité de le faire. Si vous regardez bien, ici,
la phrase qui est là, P de n, ben, je ne sais pas si elle est vraie ou pas. J'en ai aucune idée. Ouais. Et si vous reprenez le raisonnement depuis le départ, je veux démontrer que P de n est vrai pour tout n. Et donc là, quand je suppose P de n, est-ce que je ne serais pas en train de supposer ce que je cherche à démontrer? C'est un petit peu embêtant. Le point, c'est que, et le triangle ici, ça dit que c'est décalé sur la droite. Ça veut dire que je suppose P de n pour une certaine valeur de n qui a déjà été fixée. Ça s'appelle une hypothèse locale. Et les hypothèses locales, c'est le cœur du raisonnement mathématique. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à percevoir. Quand vous regardez l'histoire des mathématiques, avec la géométrie, avec les choses qu'on fait au collège, eh bien, la notion d'hypothèse locale, elle n'apparaît pas de manière naturelle. D'ailleurs, je n'ai pas eu besoin d'en parler avant. Mais quand on avance dans les maths, on en a besoin de ces hypothèses locales. Alors en vrai, ce n'est pas tout à fait juste de dire qu'il n'y en a pas. Dans l'exemple que j'avais traité, j'avais introduit un parallélogramme qui n'était pas présent. Ouais, donc j'ai rajouté un objet qui n'était pas là. Donc le fait de rajouter des objets, c'est un peu du même ordre, mais il n'y a pas besoin, pour en parler, d'hypothèse locale de manière saillante, alors que là, ça apparaît de manière saillante. Bon, alors pourquoi du coup j'ai les mêmes symboles ici et ici? Vous pourriez me dire, mais là, il n'y a pas d'hypothèse. Ben, relisez ça avec supposons. Si, au lieu de dire soit n appartenant à n, je dis supposons que n appartient à n. Ben, en fait, c'est la même chose. Supposons que n soit un entier. Montrons alors que. C'est pas évident, mais ça là, c'est une hypothèse locale. Dire qui me dit que n appartient à n? Ben, rien. N, ça pourrait être autre chose, ça pourrait être une figure. Ce que je dis, c'est pourvu que n soit un nombre entier, alors je vais pouvoir réussir à montrer ça. C'est bien une hypothèse locale. Et donc c'est vrai en toute généralité. Ouais. Et ici, n n'est pas forcément un entier, mais je dis que cette phrase, elle est vraie pour toutes les valeurs entières de n, mais en vérité, elle est vraie aussi pour les valeurs, enfin le truc qui est là marche aussi si n n'est pas un entier. C'est juste que du coup, l'implication, elle est vide de sens, mais la phrase en elle-même, la proposition est correcte. Bien, alors, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois démontrer P de n plus 1. Autrement dit, je dois démontrer qu'il existe un cas appartenant à n, tel que n égale 2k ou n égale 2k plus 1. Bon, alors, et bon, on va essayer. On va se demander quelle est la valeur de k, mais ici j'ai une information, je sais qu'il existe un cas tel que. Donc, puisque j'ai ça, je sais que je peux écrire ça ou ça. Alors ça, c'est beaucoup plus difficile à percevoir ce qui est en train de se passer. Cette affirmation me dit que je peux choisir un cas qui fonctionne. Ouais, donc, de ceci, ainsi, je peux écrire, ouais, puisque je sais qu'il existe un cas. D'ailleurs, puisque c'est muet, je peux l'appeler comme je veux. Je pourrais l'appeler L, par exemple. Ouais. Je peux écrire n égale 2L ou n égale 2L plus 1. Et je peux écrire ça pour un L entier. Donc n égale 2L ou n égale 2L plus 1 avec L appartenant à n. Ou une autre façon de le dire, c'est je peux écrire n égale 2n ou n égale 2L plus 1 pour un certain entier L. Je ne sais pas ce que vaut L, mais je sais que L existe. Et j'insiste, je l'ai supposé. Ça veut dire que ceci n'est pas vrai en toute généralité, mais avec deux crans sur la droite, dans ce monde à l'intérieur du monde mathématique, nous avons une hypothèse supplémentaire, et cette hypothèse supplémentaire me permet d'écrire ça. Bon, alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Autrement dit, qu'est-ce que je peux faire avec un ou? Et attention, c'est très différent de comment je démontre qu'on a un ou. Quand je veux démontrer qu'on a A ou B, le moyen naturel, c'est soit de démontrer A, soit de démontrer B. Mais maintenant, si je sais qu'on a A ou B, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Eh bien, en fait, ça porte un nom, et démontrer quelque chose quand on a un ou,
ça s'appelle faire une déjonction de K. Moi, ce que je veux démontrer, c'est P de n plus 1. Eh bien, si j'arrive à démontrer P de n plus 1 dans le cas où n égale 2L, et dans le cas où n égale 2L plus 1, eh bien, j'aurais bien démontré en toute généralité P de n plus 1. Ouais. Autrement dit, si à partir de cette hypothèse, j'arrive à démontrer P de n plus 1, ça ne me dit pas que P de n plus 1 est vrai. Ok, P de n plus 1 est une conséquence de cette hypothèse. Si à partir de cette hypothèse, j'arrive à démontrer P de n plus 1, encore une fois, ça ne démontre pas P de n plus 1 en toute généralité, ça démontre que si j'ai ça, alors j'ai P de n plus 1. Mais, si je sais que j'ai soit ça, et que dans les deux cas, je démontre que P de n plus 1 est une conséquence de l'hypothèse qui est là, eh bien P de n plus 1 est forcément vrai, puisque j'ai soit ça, et que dans les deux cas, j'ai P de n plus 1. Ça s'appelle raisonner par disjonction de K. Eh bien, nous allons le faire. Nous allons raisonner par disjonction de K. Alors, je vais effacer ce tableau-là, et on va avancer. Bien, donc nous allons écrire explicitement ce que nous allons faire. Nous allons raisonner. Alors je laisse un peu de place ici, parce que pour rappel, on avait décalé de 2 crans sur la droite. Donc, raisonnons par disjonction de K. Selon que n égale 2L ou n égale 2L plus 1, puisqu'on a dit qu'on avait soit le cale gauche, soit le cale droite, pour montrer il existe K appartenant à n, tel que n égale 2K, ou n égale 2K plus 1. Bien. Alors ici, puisqu'on a dit que raisonner par disjonction de K, ça veut dire première situation, je suppose ça, je démontre ça. Deuxième situation, je suppose ça, je démontre ça. Il y a donc une nouvelle hypothèse et locale. Ouais, donc là, il faut imaginer des mondes dans des mondes dans des mondes, et donc à chaque fois que je restreins, et je suis dans un monde plus précis. C'est-à-dire, il y a l'univers des possibles se réduit, j'ai plus de choses que je sais être vraies. Hein, j'ai plus de connaissances à disposition. Donc là, je vais mettre, supposons, nouvelle hypothèse locale, n égale 2L. Et montrons, blablabla, hein, et montrons, il existe K, blablabla. Le fait que je répète à chaque fois ce que je veux faire, c'est juste pour suivre le raisonnement. Là, il n'y a pas vraiment de problème. D'ailleurs, c'est tellement clair que je vais juste le faire. Hop, supposons n égale 2L. On a alors, et on va avancer. Bon, alors voyons voir. Moi, ce que je dois démontrer, oui, pardon, j'ai fait une erreur. Alors, je vais corriger en rouge. Pour rappel, moi, ce que je veux démontrer, c'est P de n plus 1. Donc, ce que je dois démontrer, c'est pas il existe K tel que n égale 2K, mais tel que n plus 1 égale 2K, ou n plus 1 égale 2K plus 1. Ouais, je dois démontrer que la propriété est vraie au rang n plus 1. Donc, il faut imaginer que c'est ça la variable, hein, c'est P de n plus 1, et donc, simplement, je remplace n par n plus 1, mais comme un Kinder Surprise, disons, hein, vous avez la variable n, et quand j'ouvre n, à l'intérieur, j'ai n plus 1. Donc, on peut imaginer le chocolat, mais la petite boîte jaune est là. Quand je l'ouvre, j'ai n plus 1 là, et n plus 1 ici. Bien, donc c'est ça que je dois démontrer. Bon, puisque je dois démontrer une existence, eh bien, le moyen naturel de montrer que quelque chose existe, c'est de le trouver. Donc, ici, on voudrait un truc du genre, posons K, deux points égales. Je rappelle, le deux points veut juste dire par définition, c'est moi qui impose à K d'être égal à ça. Et qu'est-ce que je dois démontrer? Je dois démontrer que K appartient à N. Je rappelle que ça, de manière cachée, c'est un et. Donc il existe K tel que K appartient à N, et on a soit ça, soit ça. Bon, alors, qu'est-ce que je pourrais prendre pour K? Bah, c'est pas évident, hein, j'ai du mal à savoir. Donc je vais laisser un blanc ici, je vais avancer, et une fois que j'aurai suffisamment avancé, j'espère trouver ce qu'il y a là.
Alors, je dois démontrer qu'on a soit ça, soit ça. Alors, je vais faire un petit brouillon. Ce que j'ai supposé, c'était que n est égal à 2L. Je vais l'écrire là. N est égal à 2L. Et moi, je dois démontrer que n plus 1 est égal à 2k plus 1. Alors, vous voyez quelle est la valeur de k que je pourrais prendre? Bah, il y en a une qui est évidente, non? Il suffit de prendre k égale L. Posons k égale L. Voilà. Mais il se trouve que L, j'ai supposé que c'était un entier. Ouais. Je l'ai supposé ici. Supposons P de n, ici, c'était, je peux donc écrire que n égale 2L ou n égale 2L plus 1 avec L appartient à n. Et donc ça appartient à n. Donc là, je viens de vérifier la première condition, k appartient à n. Ensuite, eh bien, je peux écrire n plus 1. On a n plus 1. Bon, alors, ici, mon hypothèse locale, c'est n égale 2L. Donc, puisque n égale 2L, je peux dire que n plus 1 est égal à 2L plus 1, n'est-ce pas? Et pour rappel, ça, c'est vrai. Hein. Dire je suis dans ce bloc-là, donc ceci, c'est pas un truc, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. C'est une hypothèse locale, c'est donc vrai. Dans ce bloc-là, c'est vrai. Maintenant, L est égal à K. Donc ça, c'est égal à 2K plus 1. Et j'ai donc démontré qu'on avait bien n plus 1 égale 2K ou n plus 1 égale 2K plus 1. On a donc bien n plus 1 égale 2K ou n plus 1 égale 2K plus 1 pour un certain K dont on a démontré qu'il appartenait à n. Vous voyez l'idée? Et pour démontrer qu'on avait ça ou ça, j'ai réussi à démontrer qu'on avait le K de droite. Tout à l'heure c'était le K de gauche, mais là c'est le K de droite. Donc j'ai bien réussi. On a bien n plus 1 égale 2K ou n plus 1 égale 2K plus 1 pour un certain K appartient à n. J'ai donc bien démontré qu'il existait un K appartenant à n tel que n plus 1 égale à CQFD. Alors, CQFD, des fois, quand on est feignant, on met CQFD, un dièse comme ça. Ne le faites pas sur une copie, mais quand vous travaillez tout seul, n'hésitez pas à user de ce genre de notation. Alors, je l'ai écrit en gros, et c'est vraiment quelque chose de très joli. Hein. Si vous vous dites « j'aurais jamais réussi à faire ça », rendez-vous compte à quel point tout a été très naturel. À chaque fois, j'ai fait le truc le plus immédiat. Je me suis posé extrêmement peu de questions. Le seul truc un peu subtil, c'était de trouver la valeur ici. Mais il suffisait juste d'avancer, de repérer qu'est-ce que je veux faire au fond. Ce que je veux faire au fond, c'est démontrer que n plus 1, c'est égal à 2k ou 2k plus 1. Mais ce que je sais, c'est que n égale 2L, et ça sortait tout seul. Parce que j'ai tellement distillé ce que je veux démontrer, qu'à la fin, les choses que je dois vraiment démontrer sont quasiment immédiates. Donc, pas de grande difficulté. Ça, c'est juste un brouillon. Ça ne va pas apparaître sur votre copie. Ça sort tout seul. Bon, mais là, je n'ai fait que la moitié du travail, puisque c'est une raison par disjonction de K. Donc, si vous regardez bien, là, j'ai fait si n égale 2L, alors il existe K, blablabla. Maintenant, il y a un deuxième K. Alors, pour gagner un peu de place, je vais effacer ça et faire la deuxième situation. Alors c'est pareil, donc, mettons que là il y a la première application, et là je vais mettre, supposons que n est égal à 2L plus 1, et pareil, nous allons essayer de montrer ceci. Ouais, c'est la même conclusion. Hein. Supposons n égale 2L plus 1, on a. Et c'est la même chose. Posons K, 2 points égale, et là, on va essayer de deviner ce qu'il y a. Et c'est la même chose, à la fin, je veux arriver à n plus 1 égale, et je veux tomber dans une de ces deux situations-là. Bon, alors voyons voir. N plus 1,
je sais déjà que n est égal à 2l plus 1. Donc ça, c'est égal à 2l plus 1, plus 1. Ça, c'est 2l plus 2. Alors là, je ne sais pas vous, mais il y a un truc qui m'appelle, et là, je vois une factorisation par 2. J'ai même pas envie de réfléchir. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais c'est vraiment plus fort que moi. J'ai envie de factoriser. Hop, 2l plus 1. Et là, j'espère que vous voyez où on arrive. Moi, ce que je veux, c'est de montrer que n plus 1 est égal à ça ou à ça. Mais regardez, je suis clairement dans le cas de gauche. Ça, c'est égal à 2k. C'est égal à 2k pour quelle valeur de k? Eh bien, pour la valeur de k égale l plus 1. Mais maintenant, si L est un entier naturel positif, L plus 1 est également un entier naturel positif. Ouais. Posons K et nanana. On a alors bien K appartient à N, et de plus, blablabla, c'est QFD. Tout simplement. Ok, alors regardez bien, grâce à cette disjonction de K, j'ai réussi à démontrer que, si je reviens ici, que en supposant P de n, j'arrive à avoir P de n plus 1. Parce que dans P de n, j'ai soit ça, et j'ai réussi à démontrer que dans les deux cas, on avait P de n plus 1, c'est-à-dire qu'il existe un cas tel qu'on a soit ça, mais avec le n remplacé par n plus 1. Mais c'est exactement ce que je voulais. Hein, on a supposé P de n et on a montré P de n plus 1. C'est exactement ce que j'ai fait. Et donc, je peux revenir un pas en arrière et je peux dire ceci conclut notre induction ou notre raisonnement par récurrence. Alors, petite remarque, il arrive que quand on présente le raisonnement par récurrence, on dit qu'il y a 3 étapes. L'initialisation, l'hérédité et la conclusion. Mais en fait, pas du tout. Comme le montre le théorème, il y a bien 2 étapes. L'initialisation et l'hérédité. La conclusion, c'est juste quelque chose de général, c'est lié au raisonnement. La conclusion, vous pouvez soit la mettre au début, soit la mettre à la fin. Mais il se trouve que quand je fais mon raisonnement par récurrence, je trouve qu'il est plus naturel de commencer par la conclusion. Ouais. Montrons ceci par récurrence. Donc là, ça, c'est ma conclusion. Puisque j'ai commencé par la conclusion, je peux simplement, à la fin, dire que j'ai réussi. Ceci conclut mon raisonnement. J'ai bien tout démontré. J'ai démontré l'initialisation, c'est direct. Il n'y a pas d'hypothèse locale. Et j'ai démontré l'hérédité. Avec l'hypothèse locale, n est un entier. Et ensuite, pour démontrer cette implication, j'ai pris une hypothèse locale qui était P de n. Et pour démontrer P de n plus 1, j'ai utilisé le fait que P de n soit un OU pour faire un raisonnement par disjonction de K. Et le raisonnement par disjonction de K utilisait 2 hypothèses locales pour les 2 branches de la disjonction. Et ce raisonnement, il est complet. J'ai donc démontré la propriété qui est là, à savoir que tous les entiers s'écrivent soit sous la forme de K, soit sous la forme de K plus 1, avec K, un entier naturel positif. Et encore une fois, ça c'est un résultat extrêmement fort et utile, et surtout, à aucun moment je n'ai utilisé la notion de nombre réel, je n'ai pas utilisé la notion de partie entière. C'est un raisonnement extrêmement élémentaire. Je n'irai pas plus loin dans cet exemple, mais ça a été l'occasion de voir énormément de cas de raisonnement particulièrement naturels et de raisonnement pas naturel, okay, avec un raisonnement par l'absurde qu'on a essayé de commencer et on voyait que ça partait un peu dans tous les sens. Dans la prochaine vidéo, et nous allons mettre les mains dans le cambouis, nous allons essayer de voir véritablement quelles sont les règles de la déduction naturelle, bref, quelles sont les règles de la logique, la vraie, celle qu'on utilise vraiment pour faire des démonstrations. Et c'est assez merveilleux parce que ce que je vais vous présenter, c'est ce que vous utilisez absolument tout le temps.
Et ces règles n'ont été découvertes au sens propre, il y a couché sur le papier, véritablement identifiées, que dans la première moitié du XXe siècle. Il a fallu 2500 ans à l'humanité pour arriver à extraire de la pratique des mathématiciens eh bien, les différentes règles de fonctionnement du raisonnement mathématique. Alors vous pourriez vous dire, mais puisqu'on faisait des mathématiques avant, pourquoi vous en auriez besoin? Eh bien, tout simplement parce que vous faites des mathématiques après cette découverte, et puisque vous faites des mathématiques après cette découverte, on attend de vous un niveau de rigueur qui était tout simplement inaccessible, même aux mathématiciens du XIXe siècle. Si aujourd'hui on prenait les plus grands mathématiciens du XIXe siècle et qu'on leur demandait de passer le bac, eh bien ils seraient peut-être très bons en calcul, mais ils perdraient une quantité de points absolument incroyable, simplement parce que le niveau de rigueur de leur copie ne correspondrait pas aux standards actuels. Et donc, rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir quelles sont les règles en question. Woo!